Durant l'été 1996, le slogan « Le football rentre à la maison » n'était pas qu'une simple phrase. Il incarnait l'esprit de toute une nation. L'équipe nationale d'Angleterre, sous la houlette de Terry Venables, a fait vibrer les supporters du monde entier, signant un parcours mémorable à l'Euro 96. Forte d'une génération talentueuse, mélange parfait de joueurs aguerris et de techniciens flamboyants. Elle a déployé un style de jeu offensif, fougueux et déterminé. De la victoire écrasante, 4-1 contre les Pays-Bas au match d'anthologie contre l'Écosse, les Trois Lions ont ravivé une immense fierté nationale. Malgré leur élimination en demi-finale face à l'Allemagne lors d'une séance de tir au but décisive, leur parcours restera gravé dans les mémoires, un été d'or pour les amoureux du football. Mais derrière ces moments de gloire sur la pelouse mythique de Wembley se cachaient des êtres humains au destin singulier. Près de 30 ans ont passé. Le temps, tel la Tamise, s'écoule lentement mais inexorablement, façonnant leur vie de manière différente. Certains sont devenus chevaliers, honorés par la famille royale, d'autres architectes de l'équipe nationale. Mais il y avait aussi des génies qui ont sombré dans l'alcool et les larmes. Revenons sur le parcours tumultueux des 12 visages emblématiques qui incarnaient l'âme de la génération dorée anglaise de 1996. Alan Shearer, poste, attaquant, lors de la Coupe du Monde, 1996 en Angleterre. Alan Shearer incarnait la force et une efficacité redoutables. À 25 ans, après une période de disette en sélection, il explosa et termina meilleur buteur avec 5 réalisations. Shearer était un avant-centre classique par excellence, doté d'un jeu d'eau au but exceptionnel, d'un jeu aérien remarquable et de frappes tonitruantes. Son image, le bras droit levé, célébrant un but, devint un symbole de confiance et de puissance. C'est lui qui ouvrit le score en demi-finale contre l'Allemagne et qui transforma froidement le premier penalty, faisant preuve du sang-froid d'un buteur hors pair. Après cet été mémorable, la carrière de Shearer continua de s'épanouir, mais d'une manière bien particulière. La fidélité. Il refusa des offres de géants comme Manchester United ou Barcelone pour retourner dans sa ville natale et jouer à Newcastle United pour un montant record à l'époque. Là-bas, malgré un palmarès collectif peu fourni, Shearer devint une véritable idole pour les habitants de Tyneside. Il devint le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 260 buts, un record absolu. Shearer prit sa retraite en véritable légende, ayant choisi l'écoute de son cœur plutôt que des trophées prestigieux. Loin des terrains, Alan Shearer a mené une vie riche et admirable. Il n'a pas choisi la voie semée d'embûches du coaching, à l'exception d'un bref et difficile passage à la tête de Newcastle, mais est devenu l'un des consultants footballistiques les plus respectés de la BBC. Avec son calme imperturbable et ses analyses pertinentes et franches dans l'émission Match of the Day, il demeure une voix influente du football anglais. Shearer s'investit également dans des actions caritatives à travers la fondation Alan Shearer, qui soutient les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, Alan Shearer conserve une excellente forme physique, vit heureux en famille et s'adonne à sa passion pour le golf. Ce statue en bronze, érigé devant St. James's Park, témoigne toujours de sa fidélité indéfectible. Stuart Pearce, poste, arrière gauche. Stuart Pearce, surnommé Psycho, incarnait l'esprit guerrier indomptable. À l'Euro 96, à 34 ans, il était l'un des joueurs les plus âgés de l'équipe. Il portait encore le poids psychologique d'un penalty manqué lors de la Coupe du Monde 1990. Son plus grand moment survint en quart de finale contre l'Espagne. Lorsque Pearce s'avança vers le point de penalty, toute l'Angleterre retint son souffle. Et lorsque les filets tremblèrent, son cri de soulagement, mêlant rage et joie, devint une image iconique de rédemption. Ce n'était pas qu'un simple but, c'était de la libération après 6 années de tourments. Après le tournoi, Pearce a continué à jouer assidûment jusqu'à l'âge de 40 ans pour Nottingham Forest, Newcastle, West Ham et Manchester City. Il s'est ensuite tourné vers le coaching avec le même style passionné qu'à l'époque où il était joueur. Pearce a dirigé Manchester City, Nottingham Forest et l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans et a également été l'adjoint de David Moyes à West Ham. Malgré une carrière d'entraîneur en dents de scie, Pearce a toujours été respecté pour sa franchise et son enthousiasme.
Dans la vie, Stuart Pearce est un homme à la forte personnalité et à la passion démesurée. Il est un fervent amateur de punk rock. Il n'hésite pas à se mêler à la foule lors des concerts pour se déchaîner. L'énergie brute et l'authenticité du punk semblent parfaitement coller au style de Psycho. Aujourd'hui, Stuart Pearce est un consultant footballistique très demandé à la radio où il partage des opinions franches et directes. Il est la preuve vivante que, quelle que soit la violence de la chute, avec suffisamment de courage, on trouvera toujours un moyen de se relever et de rugir. Paul Ince, Post, Milieu Central. Paul Ince, surnommé le patron, était le moteur, le pilier du milieu de terrain anglais. À 28 ans, Ince revenait tout juste de l'Inter Milan, fort d'une grande expérience internationale et d'une intelligence tactique remarquable. Il était le nettoyeur, le tacleur et le garant du rythme, permettant ainsi à des joueurs comme Gascoigne de briller. Ince jouait avec une combativité sans faille, prêt à tout donner pour l'équipe nationale, comme en témoigne l'image de lui avec la tête bandée lors des qualifications pour la Coupe du Monde. À l'Euro 96, il fut l'un des maillons essentiels, même si son incapacité à regarder le penalty de Southgate illustra l'énorme pression qu'il subissait. Après l'Euro 96, Ince a poursuivi une brillante carrière à Liverpool, Middlesbrough et Wolverhampton. Il est entré dans l'histoire comme le premier joueur noir à avoir été capitaine de l'équipe d'Angleterre. Après avoir accroché ses crampons, Ince s'est lancé dans une carrière d'entraîneur semée d'embûches. Il a dirigé Blackburn Rovers, MK Dons, Blackpool et Reading. Bien qu'il n'ait pas connu un succès retentissant au plus haut niveau et qu'il ait souvent dû composer avec des budgets limités, Ince a toujours fait preuve d'une forte personnalité et d'une volonté de valoriser les compétences des entraîneurs noirs. Dans la vie, Paul Ince est un père strict mais affectueux. Il a consacré beaucoup d'efforts à guider son fils Tom Ince dans sa carrière de footballeur professionnel. Sa vie est entièrement dédiée au football, du banc de touche aux commentaires sportifs. Aujourd'hui, Paul Ince reste une voix franche à la télévision, n'hésitant pas à exprimer des opinions tranchées, même si elles peuvent paraître abruptes. Il représente une génération de joueurs qui se battent non seulement sur le terrain, mais aussi pour l'équité et l'égalité des chances dans le métier d'entraîneur. David Seaman, Post, Guardian de Butt. David Seaman, avec sa queue de cheval et sa célèbre moustache, était le gardien inébranlable de l'équipe d'Angleterre en 1996. À 32 ans, Seaman était au sommet de sa forme. Il fut le héros du quart de finale contre l'Espagne en arrêtant un penalty et récidiva face à l'Écosse en repoussant d'un réflexe phénoménal celui de Gary McAllister, même si le ballon avait bougé. Son calme et ses arrêts précis rassuraient ses coéquipiers. Malgré son incapacité à arrêter les penalties allemands, Seaman demeura le meilleur gardien anglais du tournoi. La carrière de Seaman resta ensuite associée au succès d'Arsenal, avec de nombreux doublés à son actif. Il connut cependant aussi des moments amers, comme le lob de Ronaldinho lors de la Coupe du Monde 2002. Malgré tout, avec le recul, Seaman demeure l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football anglais. Après avoir pris sa retraite suite à une blessure à l'épaule, Seaman se prit tout le monde en participant à l'émission de patinage artistique Dancing on Ice, révélant une facette plus douce et artistique, bien loin de son image imposante. La vie personnelle de David Seaman est actuellement d'une grande sérénité. Il a trouvé le bonheur auprès de sa femme, Frankie Poultney, sa partenaire de danse dans l'émission de patinage artistique. Après le football, sa plus grande passion était la pêche. Il passe des heures au bord du lac, en quête de tranquillité, loin du tumulte du monde du football. Aujourd'hui, David Seaman intervient régulièrement dans des podcasts de football, toujours avec un sourire bienveillant et des anecdotes amusantes. Il est l'exemple même de l'homme qui sait se libérer de la pression pour profiter des joies simples de sa retraite. Teddy Sheringham, Post, Adequant. Teddy Sheringham était le cerveau de l'attaque anglaise en 1996. À Trentons, Sheringham n'avait certes pas la vitesse d'un sprinter, mais il possédait l'intelligence d'un maître d'échecs. Il formait avec Alan Shearer le duo légendaire SAS. Ses 2 buts contre les Pays-Bas et ses passes décisives exquises témoignent de la classe de ce numéro 10 reculé. Sheringham jouait avec intelligence, sans de l'observation et placement, compensant largement son gabarit plus modeste. La carrière de Sheringham après l'Euro 96 a pris une dimension encore plus brillante lorsqu'il a rejoint Manchester United. Il y a réalisé le triplé historique en 1999, grâce notamment au but égalisateur et à la passe décisive en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.
Sheringham était réputé pour son incroyable longévité. Il a joué au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 42 ans, devenant ainsi le joueur le plus âgé à avoir marqué en Premier League. Il a prouvé que lorsque les jambes sont fatiguées, la tête prend le dessus. La vie personnelle de Teddy Sheringham était marquée par une certaine liberté et une exubérance débridée. Jadis célèbre playboy, il fréquentait assidûment les casinos et les tournois de poker professionnels. Après sa retraite, il tenta sa chance comme entraîneur à Stevenage et à Latika Inde, sans grand succès. Aujourd'hui, Teddy Sheringham vit comme une légende, participant régulièrement à des matchs caritatifs et à des tournois de golf. Il incarne le joueur intelligent, l'homme qui a su défier le temps par sa sagesse. Gareth Southgate, Post, Defensor Central. Gareth Southgate, en 1996, était un jeune homme de 25 ans doux, intelligent et responsible. Il réalisa un excellent tournoi en défense centrale, faisant preuve de tête et de sang-froid. Pourtant, le destin, ironique, le désigna comme le principal protagoniste de la tragédie des demi-finales. Son penalty manqué contre les Allemands, repoussé par Andreas Köpke, anéantit les espoirs de toute l'Angleterre. L'image de Southgate, l'air perdu, réconforté par Terry Venables, resta gravé dans les mémoires. Il devint la cible de nombreuses critiques, allant jusqu'à se moquer de lui-même dans une publicité pour Pizza Hut. Mais Southgate n'a pas laissé cet épisode marquer sa vie négativement. Il a continué à jouer avec constance pour Aston Villa et Middlesbrough, s'imposant comme un leader fiable en Premier League. Après sa retraite, il s'est lancé humblement dans le coaching. Puis, le destin l'a ramené en équipe d'Angleterre, non pas comme joueur, mais comme sélectionneur. Southgate a accompli ce que personne n'attendait. Restaurer la confiance et la cohésion des Three Lions, menant l'équipe en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et en finale de l'Euro 2020. Dans la vie, Gareth Southgate est un homme poli, profond et empathique. Il a puisé dans ses propres souffrances passées pour protéger les jeunes joueurs de la pression médiatique. Il a bâti une équipe d'Angleterre qui, en plus de pratiquer un beau football, était socialement responsable. Aujourd'hui, bien qu'il ait quitté son poste de sélectionneur de l'Angleterre après l'Euro 2024, Gareth Southgate demeure une figure emblématique. De méchant ayant manqué un penalty, il est devenu un héros, pansant les plaies du football anglais. Un parcours de rédemption empreint d'inspiration et d'humanité. Steve McManaman, Post, Elia. Steve McManaman, alias Maka, a insufflé un vent de fraîcheur et de légèreté à l'équipe d'Angleterre lors de l'Euro 96. À 24 ans, ce jeune homme de Liverpool à la chevelure bouclée et romantique possédait une technique de dribble déroutante et une endurance hors du commun. Il fut l'un des meilleurs joueurs anglais du tournoi, notamment grâce à ses performances éblouissantes contre les Pays-Bas et l'Espagne. McManaman a révolutionné le jeu sur son aile, brisant la rigidité du jeu traditionnel anglais par une technique personnelle hors pair. La carrière de McManaman prit ensuite une tournure glorieuse, rarement atteinte par un joueur anglais. Un succès éclatant à l'étranger. Il rejoignit le Real Madrid, devint une galactique et remporta 2 Ligues des Champions, marquant notamment lors de la finale de 2000. Les supporters madrilènes le surnommèrent affectueusement El Maca. McManaman prouva que les joueurs anglais pouvaient s'adapter parfaitement et briller dans les environnements footballistiques les plus techniques du monde. Après sa retraite, McManaman a choisi une vie paisible et tranquille. Il n'a pas poursuivi une carrière d'entraîneur, mais est devenu consultant footballistique pour de grandes chaînes de télévision. Passionné de courses hippiques, il possède plusieurs chevaux et fréquente assidûment les hippodromes prestigieux. McManaman est l'exemple même de l'homme intelligent qui sait profiter des fruits de son travail et mener une vie équilibrée. Aujourd'hui encore, il conserve le charme de sa jeunesse et vit heureux, respecté comme l'un des plus grands succès internationaux du football anglais. Tony Adams, Post, Defensor Central. Tony Adams, Monsieur Arsenal, était le Rock, le capitaine exemplaire de l'équipe d'Angleterre à l'Euro 96. À 29 ans, Adams régnait sur la défense avec une férocité, un courage et une intelligence de jeu exceptionnelle. Il était un soutien moral indéfectible pour ses coéquipiers, un leader né qui insufflait une énergie incroyable sur le terrain. Son association avec Gareth Southgate formait un rempart infranchissable devant le but de David Seaman. Mais rares étaient ceux qui savaient que derrière cette façade solide et cette concentration intense, Adams menait un combat silencieux et solitaire contre un démon nommé alcool. Après le tournoi, Tony Adams fit preuve d'un courage plus grand encore que n'importe quel tacle sur le terrain.
Il admit publiquement son alcoolisme. Sa vie et sa carrière prirent un tournant décisif après une cure de désintoxication réussie. Sous la direction d'Arsène Wenger, Adams se transforme d'un défenseur central purement physique en un joueur intelligent, contribuant grandement au doublé d'Arsenal en 1998 et 2002. Il prit sa retraite au sommet de sa gloire, étant le seul joueur à avoir été capitaine d'une équipe championne d'Angleterre sur 3 décennies différentes. Le plus grand accomplissement de Tony Adams ne réside pas dans ses trophées, mais dans la création de la Sporting Chance Clinic, un centre de réadaptation et de soutien psychologique pour les athlètes. Il a transformé sa propre tragédie en une bouée de sauvetage pour des milliers d'autres, bien que sa carrière d'entraîneur à Portsmouth, en Azerbaïdjan et en Espagne n'ait pas été couronnée de succès et ait souvent été moqué. Le caractère d'Adams a toujours été respecté. Aujourd'hui, Tony Adams mène une vie sereine, loin de l'alcool, profitant des joies de sa famille et poursuivant sa mission d'aider les athlètes en difficulté. Il est la preuve vivante qu'un véritable héros est celui qui sait se relever de l'adversité pour reconstruire sa vie. Darren Anderton, poste, ailier/milieu de terrain. Darren Anderton fut l'un des héros méconnus et pourtant les plus brillants de l'équipe d'Angleterre à l'Euro 96. À 24 ans, malgré son surnom de Sick Note, bonbon malade, dû à ses blessures à répétition, Anderton réalisa une performance exceptionnelle lors de ce tournoi. C'est lui qui offrit la passe décisive à Gascoigne contre l'Écosse et il faillit devenir un héros national en demi-finale contre l'Allemagne avec un tir qui heurta le poteau en prolongation. Si le ballon était entré, le destin du football anglais aurait pu être tout autre. Après le tournoi, Anderton resta fidèle à Tottenham Hotspur et devint une légende du club avec plus de 300 apparitions. Bien que les blessures aient continué à le handicaper, l'obligeant à manquer de nombreux tournois majeurs par la suite. Son talent et sa vision tactique furent toujours reconnus. Anderton était un joueur intelligent, capable d'évoluer aussi bien sur les ailes qu'au centre. Il prit sa retraite sous les couleurs de Bournemouth, concluant une carrière honorable mais également marquée par des regrets liés aux blessures. Après avoir quitté les terrains, Darren Anderton a choisi une vie radicalement différente. Il s'est installé aux États-Unis, en Californie, loin du regard des médias britanniques. Il profite du soleil, joue au golf et vit paisiblement en famille. La fragilité physique de son passé est désormais compensée par une sérénité et une liberté d'esprit retrouvée. Aujourd'hui, Darren Anderton revient occasionnellement en Angleterre pour assister à des événements de Tottenham, conservant toujours son sourire bienveillant. Il est la preuve vivante que parfois, le plus grand bonheur réside dans le fait de vivre pleinement sa vie, en toute tranquillité. Gary Neville, poste, arrière droit. Lors de l'Euro 96, Gary Neville était un jeune joueur de 21 ans, enthousiaste et travailleur. Il appartenait à la fameuse Génération 92 de Manchester United. Neville ne possédait pas une technique exceptionnelle ni une vitesse fulgurante, mais il était endurant, discipliné et précis dans ses centres. Il a su gagner la confiance totale de Terry Venables sur le flanc droit, instaurant ainsi la sérénité nécessaire. Ce tournoi a été le tremplin qui lui a permis d'affirmer par la suite son statut de l'un des meilleurs latéraux droits de l'histoire de la Premier League. La carrière de Gary Neville a été indissociable du maillot rouge de Manchester United, où il a remporté tous les titres prestigieux et porté le brassard de capitaine. Mais sa transformation après sa retraite est particulièrement remarquable. De joueur détesté par de nombreux supporters adverses, Neville est devenu le consultant footballistique de référence en Angleterre sur Sky Sports. Il a redéfini le métier de commentateur grâce à une analyse tactique profonde, objective et passionnée. Son expérience d'entraîneur à Valence, un échec qui lui a permis de prendre conscience de ses véritables atouts, s'est également soldé par un échec. And the whore du football, Gary Neville est un homme d'affaires avisé, à la tête d'un empire hôtelier et immobilier, et copropriétaire du club de football de Salford City. Il s'engage également en politique et dans des actions sociales, défendant sans relâche les droits des travailleurs. Son acharnement sur le terrain lui a permis de développer une grande polyvalence et un sens aigu des affaires. Aujourd'hui, Gary Neville est l'une des personnalités les plus influentes du monde des médias sportifs et des affaires au Royaume-Uni. Paul Gascoigne, poste, milieu offensif. Paul Gascoigne, alias Gaza, était le cœur, l'âme et le sourire de l'équipe d'Angleterre en 1996. À 29 ans, Gaza était un génie doté d'une technique hors pair, capable de réaliser l'impossible avec le ballon.
l'instant où il a lobé un défenseur écossais avant de reprendre de voler et de s'allonger sur la pelouse pour célébrer son but en mimant le fauteuil du dentiste est devenu l'image la plus mythique de l'histoire de l'Euro. Sur le terrain, Gaza incarnait à la perfection l'innocence d'un enfant et la maîtrise d'un artiste accompli. Il apportait de joie, improvisation et même des larmes, et était alors le joueur le plus aimé de toute l'Angleterre. Cependant, la vie de Gaza après l'euphorie de l'Euro 96 fut une tragédie empreinte de larmes. Loin de la protection de Terry Venables et d'un environnement structuré, Gaza sombra dans l'alcoolisme et des problèmes personnels. Sa carrière déclina peu à peu, passant par Middlesbrough, Everton et des équipes de divisions inférieures. Des blessures à répétition, conjuguées à une vie dissolue, eurent en raison de ses jambes d'ange. Gaza prit sa retraite au grand regret de ses supporters, car son talent naturel ne put vaincre les démons qui le rongeaient. La vie de Paul Gascoigne a été une longue lutte contre l'alcoolisme, la drogue et les troubles mentaux. La presse britannique a abondamment couvert ses hospitalisations, ses scandales et ses tentatives de réhabilitation infructueuses. À certains moments, on craignait qu'une mauvaise nouvelle ne lui parvienne à tout moment. Mais au milieu de ces tragédies, on perçoit encore un Gaza qui aspire à vivre, à être aimé. Aujourd'hui, à la fin de la cinquantaine, Paul Gascoigne cherche la paix. Bien que sa santé se soit considérablement dégradée, il apparaît occasionnellement à la télévision, partageant son histoire comme un exemple à méditer. Il reste le plus touchant et le plus attachant des « bad boys » du football anglais, un génie inachevé qui a fait vibrer des millions de cœurs. David Platt, poste, milieu de terrain. David Platt incarnait l'expérience et la classe au sein de l'équipe de 1996, à Trentons. Platt n'était plus le titulaire indiscutable comme lors de la Coupe du Monde. 1990. Mais son rôle demeurait primordial. Il apportait sérénité, capacité à marquer depuis la deuxième ligne et expérience du championnat italien, Serie A. Platt fut titulaire encore et en demi-finale, transformant avec succès les pénaltys contre l'Espagne et l'Allemagne, preuve du courage d'un joueur aguerri. Après l'Euro 96, Platt rejoint Arsenal et contribue au doublé de 1998 avant de prendre sa retraite. Sa carrière après le football est riche et variée. Il entraîne brièvement la Sampdoria, Nottingham Forest et l'équipe d'Angleterre Espoir. Il est également l'adjoint de Roberto Mancini à Manchester City lors du titre historique de champion d'Angleterre en 2012. Platt est un professionnel compétent et un fin connaisseur du football européen. David Platt mène aujourd'hui une vie plutôt discrète. Il travaille occasionnellement comme consultant et commentateur sportif. Home sage, parlant couramment italien, il possède une vision moderne. Il a choisi de rester dans l'ombre, soutenant et contribuant au football plutôt que d'être sous les feux de la rampe. Moins médiatisé que Gascoigne et moins en vue que Shearer, David Platt demeure une figure incontournable de l'histoire du football anglais. Un trait d'union entre deux générations dorées, 1990 et 1996.